Добре дојдовте во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е францускиот амбасадор во земјава, неговата екселенција Сирил Баумгартнер. Амбасадоре, по низата афери во правосудниот систем и слабите резултати во борбата против корупцијата, гледате ли вие политичка волја за справување со криминалот и корупцијата во земјава? Ce qui est vrai, c'est que au cours des derniers mois, il y a eu un certain nombre de faits, d'événements qui ont attiré l'attention, qui ont suscité des interrogations, qui ont interpellé. Et tout ceci fait l'objet d'un suivi de la part de la communauté internationale et peut-être plus particulièrement de l'Union européenne, pour des raisons d'ailleurs tout à fait légitimes sur lesquelles je reviendrai dans un instant. Après, je pense qu'il faut quand même du discernement et vraiment regarder chaque situation au cas par cas. Je ne suis pas sûr que toutes les affaires que vous avez à l'esprit relèvent forcément de la problématique de la corruption. Je pense qu'il y a des sujets qui sont peut-être plus liés à la question de la bonne gouvernance. Il y en a d'autres qui peuvent renvoyer plutôt à la question de la séparation des pouvoirs. Donc encore une fois, il faut regarder ça attentivement au cas par cas. Mais ce qui est vrai et ce qui peut créer problème, c'est que tout ceci contribue à créer des doutes, alors qu'en réalité, on a besoin de signaux clairs. Donc, encore une fois, je pense que on est dans un pays où tout le monde est averti de l'importance qui s'attache à ces sujets. Et je pense qu'il y a une importance particulière qui s'attache à ces sujets, aussi du point de vue de l'Union européenne, parce que la question de l'état de droit est au cœur du projet européen et que la question de l'état de droit est au cœur du processus de négociation d'adhésion. И вашата земја во соработка со Академијата за судии и јавни обвинители инвестираше доста пари во обуки на судии и различни проекти во правосудството. Како се чувствувате кога сега ќе слушнате дека само 8% од граѓаните му веруваат на македонското правосудство? Et je pense qu'il faut, si on juge les choses avec du recul, je pense que la situation générale du pays pour ce qui concerne l'administration et le fonctionnement de la justice s'est globalement améliorée au fil des années. Et d'ailleurs, il y a eu de nombreux rapports pays de la Commission européenne qui sont venus le dire et puis le confirmer. Donc je pense qu'on est dans une dynamique qui se poursuit et il faut simplement veiller à ce que cette dynamique reste entière et puisse même s'accélérer et en s'appuyant sur les organes qui existent déjà. Après, je pense que ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il y a probablement des réformes qui peuvent être mises en place et peut-être que vous m'interrogerez dans un instant à ce sujet, mais et je pense que certaines d'entre elles peuvent être utiles et sont peut-être même nécessaires. Mais à la fin, il faut savoir que pour faire marcher un système, pour appliquer des procédures qui sont éventuellement changées, il faut des hommes et des femmes. Et donc le facteur humain est essentiel et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il est important, toujours en tout lieu et en toutes circonstances, de promouvoir la compétence. Откако во државата стигна и тим експерти од Вашингтон кои што треба да ни помогнат да покажеме подобри резултати во таа борба против корупцијата и криминалот, се почесто се споменува и ветингот. Кој е вашиот став за ветингот и може ли тој да се спроведе и да даде добри резултати? Je pense personnellement que ça peut être un élément de réponse. Il y a eu des vetings qui ont été mis en place, y compris dans des pays voisins, je pense en particulier à l'Albanie, donc ça sera intéressant de demander à ceux qui ont étudié plus précisément cette réforme quel est leur jugement sur ses effets. Et je pense qu'effectivement, par rapport à certaines des problématiques qui sont soulevées par la chronique de ces derniers temps, une réforme de ce sens pourrait potentiellement avoir du sens. Je pense qu'il y a aussi d'autres réformes qui pourraient potentiellement être utiles. Il y a par exemple ce qu'on appelle le système de gestion des affaires, en anglais le Case Management System. Et ça consiste simplement à travers des procédures informatiques à procéder de façon aléatoire à la distribution des dossiers, des affaires au sein d'un parquet. Si je comprends bien la situation, je crois que ce dispositif technique existe
dans le système judiciaire, mais que pour des raisons probablement techniques que je connais mal, ce système n'est pas encore opérationnel. Donc je pense que ça aussi, c'est un sujet sur lequel il pourrait être intéressant de se pencher, et je crois comprendre que le ministère de la Justice est tout à fait conscient effectivement de cette situation. Je vous donne un autre exemple. Il y a une commission nationale de prévention de la corruption. Je crois que tout le monde s'accorde sur le fait que c'est un organe utile qui travaille d'une façon tout à fait transparente. Mais manifestement, cette commission pourrait voir ses moyens peut-être budgétaires, informatiques, voire juridiques encore renforcés. Et donc ça aussi, ça peut être une piste de réflexion utile. Donc je pense que ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a certainement des choses encore qui peuvent être changées au niveau du système, des lois qui peuvent être proposées pour avoir encore plus d'efficacité et de transparence. Mais à la fin, je reviens sur ce que je vous disais précédemment. Si on change le système, si on change les procédures, vous aurez toujours ensuite des êtres humains qui seront là pour les appliquer. Et donc c'est très important aussi de mettre l'accent sur le facteur humain. Et à partir de là, effectivement, il y a toute une série d'actions qui peut se décliner de façon utile, par exemple en termes de formation. Mais je pense que la question que j'évoquais tout à l'heure, celle de la promotion, de la reconnaissance de la compétence, est vraiment quelque chose de nécessaire. Скринингот почна, но преговорите во Европската Унија се условени од промени во Уставот, односно од внесување на бугарите во Македонскиот Устав. Постои ли, амбасадоре, гаранција дека доколку се случат и уставните измени, тоа би било последната отстапка која што нашата држава би ја направила за да добие полноправно членство во Унијата? D'accord. Donc je crois que là, en fait, il faut distinguer les étapes. La première étape, c'est maintenant, et en réalité, votre pays a déjà ouvert sa négociation d'adhésion. Il n'y a pas de doute là-dessus. Personne en Europe n'a de doute sur le fait que vous avez ouvert vos négociations d'adhésion. D'ailleurs, je vous rappelle que la Macédoine du Nord se trouve aujourd'hui exactement dans la même situation que l'Albanie pour ce qui concerne son processus d'intégration européenne. Et je crois qu'en Albanie, personne a de doute, d'interrogation sur le fait que ce pays a ouvert ses négociations d'adhésion. Donc je crois que ça, c'est quand même la première chose qu'il faut avoir à l'esprit et bien le marquer. Alors ensuite, ce qui est vrai, c'est que une fois qu'on ouvre les négociations d'adhésion, il y a d'abord une première étape qui est celle du criblage, du screening en anglais, et on se trouve actuellement dans cette phase-là. Donc, il faut reconnaître que pour ce qui concerne la Macédoine du Nord, au terme de cette période de criblage, vers la fin de l'an prochain, il faudra effectivement que la constitution macédonienne ait été révisée pour pouvoir passer dans l'étape suivante. Donc ça, c'est vrai que c'est une condition qui est posée. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en application de la formule d'accord qui a été négociée dans le courant de l'été, si cette révision de la Constitution se produit, le passage de la Macédoine du Nord dans l'étape suivante du processus d'intégration, c'est-à-dire la phase active de la négociation d'adhésion, sera automatique. Donc il n'y aura pas de possibilité de blocage. Donc ça sera la deuxième étape. Et puis la troisième étape, ça sera l'étape en fait qui va mobiliser la Macédoine du Nord pendant les années qui viennent. Ça sera celle de la phase active de la négociation d'adhésion. Et là, en fait, tout dépendra d'abord de la mobilisation des autorités et des institutions macédoniennes, compte tenu de ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que si les réformes qui sont attendues sont mises en œuvre de façon efficace sur le papier et puis ensuite sur le terrain, le rythme de la négociation s'en ressentira. Ça veut dire qu'il sera accéléré. Si jamais il y a des difficultés à un moment ou un autre à pouvoir avancer sur la voie des réformes, ça aussi, ça aura une incidence sur le processus de la négociation. Што би значило евентуалното неусвојување на уставните измени? Дали тоа автоматски значи дека запираат фазите, односно етапите за кои што вие зборувате? Concrètement, si à la fin de la période de criblage, la constitution macédonienne n'a pas été révisée, ça veut dire que le processus d'intégration européenne sera momentanément stoppé jusqu'à ce que cette situation soit changée. Donc c'est vrai, c'est ce que je disais à l'instant, la révision de la constitution macédonienne sera une nécessité.
Ce qu'il faut voir simplement, c'est que... Et ensuite, ce sera une décision souveraine du Parlement macédonien, qui n'appartient qu'à lui. Ce qu'il faut voir simplement, c'est que cette constitution, manifestement, dans son principe, ne soulève pas d'énormes difficultés politiques, parce qu'il y a un modèle constitutionnel macédonien qui reconnaît les communautés. Et donc le fait d'y intégrer de nouvelles communautés, dont les Bulgares, ne semble pas soulever d'énormes questions existentielles. Mais en même temps, c'est vrai que tout changement de la Constitution requiert une majorité qualifiée, qui est la majorité des 2/3. Et dans la configuration actuelle, ça veut dire qu'il faut effectivement qu'une partie au moins de l'opposition joigne ses voix pour permettre d'arriver à obtenir cette majorité. Donc, d'un côté, vous avez une réforme qui est nécessaire pour pouvoir, à un certain moment, continuer sur la voie de l'intégration européenne. De l'autre côté, vous avez une réforme qui, sur le fond, ne semble pas soulever d'obstacles insurmontables, et en même temps une réalité politique qui est qu'il faut qu'il y ait un consensus qui soit trouvé. Donc je pense qu'en fait, compte tenu de tous ces éléments, c'est important que tous les acteurs politiques qui sont concernés prennent leurs responsabilités compte tenu de l'importance des enjeux, et il y a sans doute un dialogue politique qui doit se mettre en place pour permettre d'arriver à ce résultat. Откако го решивме спорот со Грција, Франција го запре проширувањето, а потоа стигна и вето, односно нова блокада од Бугарија. Очекувано порасна евроскептицизмот кај македонските граѓани. Амбасадоре, како сега да ги убедиме граѓаните дека проширувањето со земјите од Западен Балкан се уште е на агенда на Европската унија? Après, pour ce qui concerne votre question sur le message, je trouve que c'est difficile parce que si vous me demandez, moi j'aurais beaucoup de choses en fait à dire aux Macédoniens. Le problème, c'est que j'ai l'impression, c'est mon intuition, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que les Macédoniens aujourd'hui, ils n'ont pas envie que quelqu'un, éventuellement l'ambassadeur d'un grand pays membre de l'Union européenne, vienne leur expliquer comment il faut penser. Je pense que les gens ont le sentiment d'avoir beaucoup attendu, d'avoir beaucoup concédé, et je crois qu'aujourd'hui, ils ne croient plus aux promesses. Et ça, je peux très bien le comprendre, et je dois vous dire que je le respecte. Donc moi, je n'ai pas envie de faire de promesses, et d'ailleurs, je veux dire encore une fois que je comprends tout à fait cet état d'esprit, et d'ailleurs, ça relève de ce qu'on appelle l'esprit critique. C'est bien d'avoir de l'esprit critique. Donc simplement, à partir de là, moi, ce que je voudrais dire, c'est normal de se méfier des promesses, mais il faut aussi se méfier des fausses promesses. Et donc, je pense que si on est vigilant, on doit être vigilant de façon générale. On peut se méfier des promesses européennes, mais je pense qu'il faut aussi être méfiant vis-à-vis des discours anti-européens. Et je crois qu'il faut quand même être conscient qu'à cet égard, autour de nous, il y a beaucoup de désinformation, singulièrement contre le projet européen. Et donc, une fois qu'on a dit tout ça, moi, ce que je voudrais aussi souligner, c'est que l'Europe, c'est une machine institutionnelle qui est assez compliquée. C'est vrai. Elle présente des lourdeurs et parfois son processus de prise de décision est lent. Je pense que la situation s'améliore globalement, mais globalement, la situation, elle reste celle-ci. Mais en même temps, cette lourdeur, cette complexité, c'est aussi tout simplement le prix de la démocratie. Et il ne faut pas oublier que l'Union européenne, c'est une formidable machine démocratique. Et donc, on peut faire beaucoup de reproches à l'Union européenne, mais on ne peut pas lui reprocher de ne pas être démocratique. Et quand elle a des choses à dire, elle va les dire directement et elle ne va pas s'abriter derrière des proxys. Амбасадоре Бомгартнер, ви благодарам што одвоивте време и што бевте дел од неделното интервју на Радио Слободна Европа. Merci à vous. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Довидување.